Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les confessions d'un père meurtri par l'assassinat de sa fille. Le corps de l'étudiante Lalla Camara sera acheminé à Dakar dans les prochains jours pour l'inhumation. Vous entendrez sa réaction dans ce journal. Des travailleurs de l'autoroute Ila Touba en grève pour réclamer le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. L'entreprise Chinese Road Building assure que les agents seront payés. La société civile africaine prône l'union sacrée avec le secteur privé pour combattre les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Des sommes estimées entre 50 et 70 milliards de dollars. L'Europe interdit l'accès à son espace aérien au Boeing 737 MAX, une décision qui survient après le crash du vol d'Ethiopian Airlines. Voilà le sommaire de ce 20h dans quelques instants de développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le corps de l'étudiante Lalla Camara retrouvé dans son appartement. Elle avait quitté l'Italie pour l'Angleterre dans le but de continuer ses études. L'enquête se poursuit avec la police de Manchester. Le corps sera acheminé au Sénégal pour l'inhumation. La réaction de son papa que je vous propose d'écouter. Salam alaikum wa Sénégal, maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant. Bon, Lalla Camara. Je salue tout le monde. Lalla Camara, c'est ma fille. Elle est née au Sénégal. Elle est venue en Italie quand elle avait 4 ans. Elle a fait ses études là-bas jusqu'à l'obtention de son diplôme pour ensuite continuer ses études en Angleterre. Et voilà maintenant ce qui lui est arrivé. Elle n'a jamais eu de mal avec personne. Elle était ouverte et accessible. Lalla travaille aussi en Angleterre et aide ses prochains. Ba lii fekk ko fa Lalla xale boo xam ne bëgg nit bëggu njaboot Sénégal moo tax lii dal ci kawam quoi. À propos de l'enquête, je ne peux pas m'y prononcer. Les policiers sont encore dessus. S'il y a du nouveau dans les prochains jours, je vous dirai. Détail yëpp bon actuellement ñu ngi si lañ nekk ne toi bon peut-être dans les prochains jours ok naa leen wax nu mu demee incha allah. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition, la société civile africaine en croisade contre les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. La somme est estimée entre 50 et 70 milliards de dollars. Ces acteurs de la société civile font appel au secteur privé pour relever le défi. Compte rendu signé Komba Matlo et Amadouba. Dans le souci de renforcer les capacités des pays africains, que la société civile africaine s'engage dans l'identification et la lutte contre les flux financiers illicites. Les chiffres les plus bas parlent de 50 milliards de dollars qui quittent ce continent, donc 2 fois l'aide au développement que nous recevons. Mais les plus grands chiffres vont à 70 milliards et même certains parlent de 100 milliards qui devraient financer sur ce continent l'éducation, la santé, l'art, beaucoup de besoins que nous avons, que nous pouvons financer par nous-mêmes. Pour que l'agenda de développement africain soit sur de bons rails, beaucoup de défis restent à relever. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment pour que les gouvernements des pays africains puissent donner les informations réelles, comment les arrêter, comment renforcer nos systèmes judiciaires, comment faire en sorte qu'ils soient détectés tôt avant même qu'ils ne quittent ce continent. Un combat qui ne saurait être l'œuvre d'une seule entité. Cela, nous devons le faire en collaboration avec les gouvernements africains, avec la société civile africaine, mais aussi avec les gouvernements dans les pays, les paradis fiscaux, etc., dans les pays où ces flux financiers arrivent. Les flux financiers illicites en provenance d'Afrique sont devenus un sujet de préoccupation majeure selon les acteurs de la société civile. Ils encouragent la corruption et menacent la stabilité du continent. Nous parlons éducation à présent vers la disparition du baccalauréat G au profit du bac STEC qui va entrer en vigueur d'ailleurs dès cette année. Nos reporters ont fait un tour au lycée Maurice Delafosse avec le corps professoral qui revient sur les tenants et les aboutissants de cette réforme. Mon sujet signé Ibou Diouf et Pape Sangoné Mbaye.
En parlant du bac, la réforme a bel et bien eu lieu. Mais le délai de l'existence du bac G n'est pas encore épuisé. À côté du bac de gestion traditionnel, le bac ESTEC ou baccalauréat en sciences et techniques et de gestion avait ses classes pilotes pour être expérimenté cette année. Cette année, nous avons des terminales G, nous avons aussi des terminales STEG. Le bac STEG a été mis en place par le ministère de la formation professionnelle depuis 3 ans. Il y a eu seconde STEG, l'année passée première STEG, et cette année nous avons des terminales STEG. Mais, n'empêche, nous avons aussi des redoublants en série G. C'est pourquoi nous avons une terminale en G et des terminales en STEG. Le bac ESTEC est une réforme portée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation. De nouvelles dispositions qui nécessitent également une réorganisation interne. Il y a des redoublants en série G. Donc il y a une terminale en série G. On va leur permettre de faire le bac G. Cette année, le fils du bac va leur permettre de faire ça. Et l'année prochaine aussi, il y aura bac G pour tout ce qui reste encore. Et il y aura en même temps STEG, bac STEG. Peut-être moi je vais m'appesantir sur le changement en anglais. Parce qu'avec la série G, on dit que par exemple dans le programme LMD, l'étudiant doit être en mesure de s'exprimer en anglais, oralement, de manière écrite, etc. Donc on ne peut pas imaginer quelqu'un qui a le bac qui ne peut pas même pas s'exprimer en anglais. Ouvrir une large gamme de choix aux futurs bacheliers une fois à l'université. Il y a eu tout simplement l'approche par compétence. Maintenant, l'enseignement se fait par approche par compétence. Ensuite, il y a d'autres disciplines qui ont été introduites, comme le marketing, management. Il y a l'espagnol. Ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités après le bac. En cette année 2019, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation aura la lourde tâche d'organiser 2 bacs différents, le bac G et le bac ESTEC. Le tout pour l'intérêt des apprenants sénégalais. Ibou Diouf, à présent, cette bonne nouvelle pour les populations de la banlieue dakaroise qui vont enfin tourner le dos à la mauvaise qualité de l'eau. C'est une annonce du directeur général de la Société nationale des eaux qui effectuait une visite à l'usine de déferrisation de Sébikotane. Charles Fall, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Ousseynou Fall et Ahmed Bamba Samb. Nous nous attelons à l'amélioration de la qualité de l'eau. Améliorer la qualité de l'eau simplement pour que l'aspect visuel que le consommateur a de cette eau-là soit beaucoup plus acceptable ou appréciable par ce dernier. Comme vous l'avez constaté, l'état d'avancement est très appréciable. Nous sommes à peu près 85% du taux d'exécution. Tous les ouvrages de génie civil sont terminés. Puis, d'après ce que nous venons de voir, nous sommes optimistes quant à une mise en service au courant du second semestre de l'année en cours. Et puis les ouvriers de la Chinese Road Building Corporation ont arrêté les travaux sur l'autoroute Ila-Touba. Ils exigent plutôt le paiement de leurs 3 mois d'arriérés de salaire. La rencontre avec le préfet de Bambey n'a rien donné. Les explications de notre correspondant sur place, Babacar Diouf. Un arrêt de travail décidé après 3 mois sans salaire. Les ouvriers n'en peuvent plus. Ils l'ont manifesté devant le préfet du département de Bambey. Hassan Diouf porte la parole des ouvriers de Chinese Road Building Corporation. On a des problèmes. On est resté 2 mois sans salaire. Et jusqu'à la 3e, aujourd'hui c'est le 12, on n'a pas de salaire. Donc on a continué à travailler jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas reçu nos salaires. On n'a reçu que des avances de 40 000 francs. Et on n'arrive plus à continuer à travailler. Bon, on a décidé de ne plus travailler. On a décidé de ne plus travailler jusqu'à qu'on nous paye nos salaires ou bien qu'on nous dise quelque chose de concret. Le préfet Mortalatine a tenté une médiation pour une reprise immédiate des travaux. Nous, notre rôle, c'était de tenter une médiation parce que c'est un contrat entre travailleurs et employeurs.
Mais comme nous représentons ici le ministère également en charge de cette question, nous allons rendre compte à qui de droit pour qu'une solution en tout cas puisse être trouvée dans les meilleurs délais. Et c'est ce que nous leur avons dit en leur demandant de surseoir à leur mot d'ordre de grève. Mais comme je l'ai encore dit, le droit de grève est reconnu pour tout travailleur qui estime en tout cas être lésé. Finalement, les travailleurs ont décidé de suspendre le travail jusqu'à vendredi. Babacar Diouf, l'entreprise chinoise reconnaît devoir de l'argent aux travailleurs de l'autoroute Ila Touba. Le chargé des relations extérieures de l'entreprise chinoise soutient que c'est moins un manque de volonté qu'un problème de calendrier qui se pose à leur niveau. Il assure que les salaires seront payés. Mohamedou Diawara, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. On n'a pas payé, ça fait 2 mois qu'on est en retard de salaire. Bon, ça fait mais depuis 2015 qu'on est là. C'est la première fois qu'on a ce. Mais c'est un problème de calendrier. C'est pas un problème qu'on ne veut pas payer. Bon, on n'a même pas de souci d'argent, mais le problème c'est que c'est un problème de calendrier. Bon, les patrons ne sont pas, ils sont en vacances. C'est justement qu'on est en train de faire voilà, au niveau. Même eux-mêmes, les travailleurs eux-mêmes, ils ont reconnu que. Ça fait 4 ans, je crois, si je m'abuse, qu'on n'a jamais eu un problème de... 5 ans, vous êtes là sans ce problème-là. Aujourd'hui, certains travailleurs pensent que vous avez terminé le travail, c'est pourquoi il y a ce retard. Est-ce que c'est la raison Est-ce qu'ils ont raison? Non, ils n'ont pas raison. C'est sur le plan, ils ne peuvent pas avoir raison sur ça, parce que nous, on projette à avoir d'autres projets au Sénégal. Nous inquiétons de tous les droits de travail. On n'a jamais eu de problème avec les travailleurs, surtout un problème de salaire. Que ce soit, par exemple, l'IPRES, l'IPM. On est toujours en règle avec le travail. Ça, ils pourront rentrer dans le fonds quand est-ce, par exemple? Je ne peux vous dire que la date exacte. Mais ce qui est sûr, ils seront. Près de 350 villages du Kabada réclament un hôpital digne de ce nom, un forage de l'électricité. Ces populations tenues un grand rassemblement à Bamba-Dala pour discuter de leurs problèmes. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté et Khali Yamé. 350 villages du Kabada souffrent, une localité peuplée mais sans aucune infrastructure sanitaire digne de ce nom. Le Kabada est une localité également qui regroupe plus de 350 villages. Et parmi ces 350 villages, nous avons remarqué qu'il n'y a aucun hôpital, nous avons que des postes de santé. Même les postes de santé sont trop minimes pour la population de Kabada. Nous avons constaté également que nos femmes, nos papas et nos mamans meurent également ici dans la frontière entre le Sénégal et la Gambie. L'accès est presque impossible dans certaines zones, pas d'électricité ni eau potable. Il n'y a pas d'eau. Ici dans le Kabada, il y a certains villages où nous avons des puits où il y a 40 ou 45 mètres de profondeur. Là aussi c'est problème. Partout dans le Kabada, nous avons un très manque également de forage. Nous voulons des forages, nous voulons également que nos femmes aillent également dans les champs pour également faire le maraîchage, parce que aussi c'est un domaine que la population souhaite, mais il y a problème. Les agriculteurs du Kabada réclament des tracteurs, entre autres semences et engrais. Nos agriculteurs ne sont pas aidés, parce que nous avons des manques également, des manquements dans le domaine des semences. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont là. Pendant la saison des pluies, ces agriculteurs également ne peuvent pas avoir l'accès, comment dirais-je, à leur champ, parce qu'ils auront le problème de semences, ils auront le problème d'engrais. Ces populations demandent aux autorités compétentes de réagir le plus rapidement possible pour le développement rapide du Kabada. Bakary Conté, retour à Dakar avec la fondation Creston Group qui remet en lot de matériel à l'hôpital Abass Ndao. On dénombre entre autres 50 lits, 20 fauteuils roulants ainsi que des appareils de test diabète. La fondation compte également appuyer d'autres structures sanitaires. Nous écoutons les explications de son manager général. Il s'appelle Mohamed Diaby. Il est interrogé par Cher Diop. Au niveau de l'hôpital Abass Ndao, nous avons prévu de laisser ici 50 lits d'hôpitaux, des lits neufs, et puis aussi 50 fauteuils, 20 fauteuils roulants pour Abass Ndao.
Et aussi, nous avons prévu 50 appareils test diabète pour Abbas Ndao et 50 appareils tension pour tensiomètre. Mais en même temps, il y a un nombre qui a été prévu par l'association des handicapés que dirige le maire Santé Agne. Donc, quelque part aussi, on a ciblé aussi quelques structures sanitaires dans les régions. Nous serons aussi à l'hôpital de Ourossogui, qui est vraiment des hôpitaux qui sont vraiment dans des situations quelque part difficiles, qui n'ont pas accès à certaines infrastructures sanitaires. Nous avons ciblé aussi l'hôpital de Djoum, aussi, qui est dans la région de Saint-Louis, et aussi dans l'île Amorphile, parce que l'île Amorphile, c'est des zones très enclavées. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, nous avons compris que l'État ne peut pas tout faire. C'est impossible. On ne peut pas attendre tout de l'État. Il faudrait que aussi ceux qui œuvrent dans le privé, qu'ils essaient d'apporter leur touche à l'édifice, parce que c'est ça le plus important. La mairie ne peut pas tout faire, parce qu'une mairie peut engager une partie des travaux, à savoir les infrastructures de base et autres, mais il y a de ces choses, je pense que c'est les populations eux-mêmes qui doivent s'engager. Nous parlons politique à présent avec la Ligue démocratique qui juge prématuré le débat sur le couplage des élections et la dissolution de l'Assemblée nationale. Face à la presse cet après-midi, Nicolas Ndiaye et compagnie invitent l'opposition à répondre au dialogue national. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Les forces de l'ordre de moins en moins visibles dans les grandes artères, comme ce fut le cas au lendemain de l'élection présidentielle. Une situation que déplorent certains Sénégalais rencontrés. Pour eux, la sécurité doit être permanente. Un avis pas du tout partagé par tout le monde. Un reportage signé Pape Faraning et Mardien. Des pick-up ou des minicars remplis de forces de l'ordre faisaient le décor des ronds-points et quelques artères de Dakar. La tension perceptible lors de la campagne électorale explique un tel dispositif sécuritaire pour parer à toute éventualité. Oui, je pense que c'était une très bonne chose parce que le dispositif de sécurité était visible dans tous les, en tout cas, grands artères de la ville. Et c'est normal parce que quand même, le contexte quand même nécessitait un dispositif de sécurité pareil parce que c'était des moments d'élection. Et comme on a l'habitude de le dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Contrairement à ce dernier, ces citoyens estiment que c'était trop abusé dans un pays calme où les populations ont d'autres préoccupations. Le dispositif sécuritaire était pour protéger le président de la République. Il croyait que les Sénégalais allaient manifester dans les rues, mais rien n'est fait. Les citoyens sont conscients. Nous avons d'autres préoccupations que d'aller affronter les forces de l'ordre. Maintenant, nous savons la valeur des cartes électeurs. Donc, le dispositif, c'était tout simplement une perte de temps. Actuellement, l'étau se dessert par l'ombre de forces de l'ordre dans les rues, au grand dam des populations. Quand même, en tout cas, même s'il n'y a plus d'élections, l'État quand même doit continuer à assurer la sécurité des gens parce que il y a de paisibles citoyens, d'honnêtes citoyens qui vont au travail, mais par contre, il y a d'autres qui sont animés d'autres intentions. Nous n'avons même pas eu connaissance lorsque les forces de l'ordre retournaient dans les casernes. Cela prouve que ce n'était pas pour les populations, car les agressions ont commencé depuis longtemps. Après la proclamation des résultats de la présidentielle sans aucune manifestation majeure, les forces de l'ordre retournent dans les casernes avec toutes leurs munitions. La Ligue démocratique qui juge prématuré le débat sur le couplage des élections et la dissolution de l'Assemblée nationale. Face à la presse cet après-midi, Nicolas Ndiaye et compagnie invitent l'opposition à répondre au dialogue national. Compte rendu signé à Habib Faye et Modou Diop. La Ligue démocratique est catégorique sur le second mandat du chef de l'État. La Constitution dit que nul ne peut faire 2 mandats successifs. Donc c'est clair que ce mandat, ce deuxième mandat de Macky Sall est le dernier mandat de Macky Sall. La Constitution est sans équivoque. En conférence de presse, la gauche déclare prématuré le couplage des élections et la dissolution de l'Assemblée nationale. L'idée de la dissolution de l'Assemblée nationale
et du couplage des élections législatives et locales en décembre 2019, où les déclarations de candidature aux prochaines locales sont non seulement prématurées, mais nécessitent une réflexion concertée. Elle invite l'opposition à répondre au dialogue national. Elle appelle l'opposition dite significative qui jusqu'ici a boycotté systématiquement toutes les concertations initiées par le pouvoir sur le processus électoral et même sur l'utilisation des ressources naturelles, à se hisser enfin au niveau des enjeux de notre démocratie et à répondre favorablement à l'appel du président de la République. Nicolas Ndiaye et compagnie fustigent le comportement de certains leaders politiques envers les journalistes. La Ligue démocratique se réjouit du rôle éminemment positif de la presse qui, depuis 2000 notamment, a toujours relayé les résultats issus directement des bureaux de vote. Dès lors, il convient de condamner sans équivoque la duplicité de certains acteurs politiques qui saluent le rôle de la presse ou de la justice quand elle diffuse des informations ou prend des décisions en leur faveur ou la voue aux gémonies dans le cas contraire. La Ligue démocratique a par ailleurs magnifié la victoire de son candidat à la présidentielle du 24 février. La journée mondiale de la courtoisie au volant, célébrée ce 16 mars, une journée méconnue des concernés, dont souvent le comportement laisse à désirer sur la route, l'intolérance, l'indiscipline, souvent érigée en règle. Un sujet signé Pape Faraning et Mohamed Dian. La journée internationale de la courtoisie au volant, une réponse à la recrudescence de l'incivisme sur la route. Très bonne chose. Et puis les gens n'ont qu'à respecter le code de la route, ce n'est que ça. Le respect, surtout beaucoup de considération pour les dames qui conduisent. J'avoue que vraiment le comportement des conducteurs, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Bon, il y en a qui ne respectent pas le code de la route. Il y en a d'autres, d'une manière ou d'une autre, indisciplinés. L'intolérance est de plus en plus manifeste sur cette route, parfois avec des gestuels qui agacent même une journée méconnue par les concernés. Il faut respecter les usagers sur la route, respecter surtout les clients, mais faire des gestuels par-ci et par-là, c'est pas respectueux. Parler de la courtoisie au volant, c'est aussi le respect des usagers. Une meilleure cohabitation sur la route. Pour ces conducteurs, la courtoisie, c'est pour tous les jours et pas seulement un jour de l'année. Oui, certaines personnes doivent changer leur comportement parce que ce n'est pas tout le monde qui respecte le code de la conduite, ce n'est pas tout le monde qui respecte la priorité quand on arrive à un sens giratoire. Donc, certaines personnes doivent changer, pas tout le monde. Il est interdit même de mal parler à un client, même si vous n'êtes pas d'accord sur un prix. Depuis 2008, la journée est devenue une semaine internationale de la courtoisie au volant. Les dates retenues pour cette 27e édition vont du 16 au 24 mars. Une manière d'inciter les conducteurs à intensifier les efforts. Sur l'international, beaucoup de pays européens interdisent en ce moment même l'accès à leur espace aérien au Boeing 737 MAX après le crash d'Ethiopian Airlines. Il s'agit de la France, de l'Allemagne, le Royaume-Uni, entre autres. Les détails dans ce récit signé à Mohamed Samba. Les autorités françaises ont pris la décision à titre conservatoire d'interdire tout vol commercial effectué sur un Boeing 737 MAX à destination, au départ ou survolant le territoire français. Une déclaration de la Direction générale de l'aviation civile de France à travers un communiqué. Depuis l'accident d'Ethiopian Airlines, de nombreux pays ont ordonné les mêmes interdictions de survol. C'est le cas de l'Australie, la Malaisie, le Royaume-Uni, l'Indonésie ou encore la Turquie, pour ne citer que ces pays. Pour rappel, l'appareil de l'avionneur américain a connu 2 tragédies à seulement quelques 5 mois. La dernière en date et qui s'est passée en Éthiopie a causé 157 morts. Et puis en Algérie, le président renonce à un 5e mandat, mais il reporte la tenue de l'élection présidentielle initialement prévue au mois d'avril pour le professeur Babacar Samb, enseignant au département d'arabe de l'UCAD. L'idée du report de l'élection peut entraîner de nouvelles manifestations à Alger. Je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso. C'est la pression populaire qui a mené le président
à renoncer à briguer un 5e mandat, mais aussi l'attitude de l'armée, parce que le chef d'état-major, Ahmed Salah, a fait une déclaration avant-hier disant qu'il est rangé du côté du peuple. La date n'est plus maintenue, le président l'a dit très clairement, mais sans donner une nouvelle date. Alors, beaucoup d'analystes et d'observateurs ont dit qu'en réalité, c'est le prolongement du mandat du président. Le 4e mandat prolongé jusqu'à un nouvel ordre, on doit dire. Alors, donc, je crois que la population et les manifestants ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Et je crains que vendredi prochain, après la prière, qu'il y ait des manifestations monstres pour demander à ce que le président cède le pouvoir à des structures compétentes pour organiser de nouvelles élections, mais pas de commencer en ce moment-là à réformer la Constitution. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.